À tout juste 50 ans, il est devenu une pièce aussi discrète qu'indispensable à l'écosystème macronien. En 2017, il avait pourtant refusé un poste de ministre de l'Agriculture. Un an plus tard, il accepte celui des relations avec le Parlement. Et dans quelques semaines maintenant, il pourrait être le tombeur de François Bonneau puisqu'il a décidé de se porter candidat au régional en Centre-Val de Loire. Marc Fesneau, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez nous ici à Marchenoir. Merci beaucoup. Alors ce n'est plus un scoop, vous serez bien candidat au régional sous l'étiquette Modem. Quelle est votre vision pour le centre Val-de-Loire? Une priorité concrète? Il y a sans doute plusieurs priorités, mais je pense qu'on a besoin de redonner de l'ambition à cette région. Il me semble que c'est une région qui trop longtemps, sans doute du fait d'équilibres politiques qui paraissent un peu, comment dirais-je, instables, ou d'équilibres politiques qui sont le fruit de compromis impossibles souvent, on manque d'ambition sur un certain nombre de sujets qui sont pourtant des sujets stratégiques, soit pour la région, soit au fond pour les citoyens de cette région. Je pense au sujet aéronautique qu'il faut accompagner dans leur transition, au sujet automobile où il faut accompagner dans cette transition. On sait que cette région, par exemple, sur ce sujet, est une région qui est au 2e ou 3e rang de la sous-traitance automobile ou aéronautique. Et donc il faut absolument qu'on accompagne les transitions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien changer, mais ça veut dire qu'à force de ne pas vouloir parler des sujets qui sont sur la table, on n'arrive pas à avancer. Et puis peut-être dire que dans le moment de crise que nous vivons, nous sommes sous une crise sanitaire qui dure depuis 14 mois, en France comme dans l'ensemble du monde. Il y a beaucoup de gens qui sont délaissés, abîmés par cette crise. Je pense aux commerçants, je pense aux opérateurs touristiques et culturels, en particulier dans notre région. Et donc il faut que la région, qui est un acteur économique très important du fait des compétences qu'elle a, puisse les accompagner, qu'on essaie de donner à chacun sa chance de pouvoir rebondir. Et ça me paraît un élément important, en tout cas sur ce sujet-là, mais il y a bien d'autres sujets qui sont évoqués dans cette campagne. Alors on dit de vous que vous êtes plutôt discret, patient, pragmatique, enraciné grâce à vos anciens mandats locaux. Vous avez toutes les qualités pour être un élu local. Vous seriez donc prêt à démissionner de votre poste du gouvernement? C'est absolument la logique des choses. Quand on se présente à des élections, c'est de se consacrer au mandat que les électeurs vous ont donné. Et le mandat de président de région est suffisamment prenant et suffisamment passionnant pour qu'il justifie d'une décision de cette nature. Et je me reconnais assez dans les vocables que vous avez évoqués. C'est vrai que j'ai toujours gardé à la fois cet ancrage et aussi le pragmatisme qu'ont beaucoup d'élus locaux sur le fait de regarder les choses dans ce qu'elles ont de concret, des solutions concrètes qu'il faut leur apporter. On dit que le centre Val-de-Loire est la seule région gagnable par les macronistes en juin prochain, tenue depuis un quart de siècle par la gauche. Le camp macroniste entretient un petit espoir, c'est vous. C'est ce qu'on dit, en tout cas, c'est pas comme ça que j'aborde la campagne. D'abord, il y a un président sortant, il faut toujours aborder une campagne avec modestie. J'ai vécu beaucoup d'épisodes électoraux et ça m'a appris une chose, c'est la modestie. C'est vrai qu'il y a sans doute une équation, vous le disiez à l'instant, c'est la même équipe qui gouverne depuis 25 ans, elle est donc comptable quasiment 25 ans, une génération, elle est donc comptable d'un bilan. Et je pense qu'il faut qu'on offre un autre chemin à cette région et il y a peut-être une équation qui peut se construire, c'est avec les électeurs que ça se fera, c'est grâce à eux que ça se fera, mais en tout cas je l'espère. Vous avez une carte à jouer entre la droite et la gauche divisée pour le moment, sans oublier le Rassemblement national qui avait fait un score assez important au dernier régional. Vous allez jouer votre carte de ministre, la carte ministre d'un gouvernement finalement qui n'est pas aussi populaire dans l'opinion publique. Ça peut être un handicap? Non, j'assume, j'ai toujours assumé ce que j'étais, y compris quand l'étiquette que je portais, qui est celle du Modem, était une étiquette difficile à porter. Je crois que personne ne peut reprocher à qui que ce soit de porter ses convictions, les miennes comme ceux de mes concurrents aux élections. Je pense que faut toujours être fier des convictions qu'on porte. On peut ne pas être d'accord avec les miennes, mais en tout cas, il faut toujours être fier. La deuxième chose, c'est, moi je suis enraciné, j'ai envie de faire quelque chose pour ma région, je suis par ailleurs ministre, j'assume tout du bilan que nous avons depuis 4 ans, y compris des choses qui ont pu parfois mal fonctionner, mais je vois avec quelle force et quelle énergie on fait en sorte, dans cette région, comme dans toutes les régions de France, de se battre aux côtés de nos concitoyens, au fond, aux côtés des chefs d'entreprise, aux côtés des soignants, pour essayer de relever les défis que nous met la crise, et puis de relever les défis de ce pays. Et donc, c'est à la fois cette vision nationale qui est utile, j'assume parfaitement mon rôle et ma place au sein du gouvernement. Je ne me cache pas de mon étiquette et de ma bannière politique. Je n'ai jamais changé d'étiquette politique. Je suis toujours resté dans ma famille, qui est une famille centrale. Et donc je le fais avec la force de ces convictions-là. Et l'idée qu'on doit sans doute pouvoir améliorer les choses et qu'au niveau régional, on peut aussi améliorer les choses. Avec qui vous vous rassembleriez à l'entre-deux tours? Si la droite est devant, vous iriez avec la droite. Si la gauche est devant? Mais je pense que la question ne se pose pas comme ça, si vous me permettez. Ma volonté, c'est de constituer une liste de rassemblement qui elle-même incarnera à la fois ce qu'elle est dans son cœur central, si je peux dire, qui est la majorité présidentielle, mais au-delà de la majorité présidentielle. Il y a une volonté chez moi et dans les équipes qui m'entourent de dépassement de ces clivages et de faire en sorte, comme on fait pour des municipales au fond,
que ceux qui portent la même vision pour la région puissent se retrouver sur moi. Et donc c'est avec cette ambition-là que je vais au premier tour et au deuxième tour. Et donc cette idée qu'il faille à toute force chercher dès à présent ou penser dès à présent ou s'interroger dès à présent sur les accords qu'il pourrait y avoir avec tel ou tel, je trouve que c'est une mauvaise chose. Au fond, c'est les électeurs qui décideront. S'ils me placent en tête, je serai en situation. Et donc c'est les électeurs qui décideront du sort qui sera réservé à cette région et du choix qu'ils feront dépendra aussi l'horizon de cette région. Mais vous serez peut-être amené à faire un choix si vous n'êtes pas devant. Mais s'il y a besoin de faire un choix, je procède par étapes. Je lance ma campagne, je suis en campagne, je défends mes idées, mes convictions avec la force qui est la mienne. Et puis les électeurs trancheront et à ce moment-là, les choses, on avisera. En tout cas, ce que je veux, c'est que dans cette région, les choses changent. Un quart de siècle, ce n'est pas une mince affaire. Et donc, il y a besoin manifestement qu'il y ait du changement dans cette région. Quel serait, selon vous, le candidat au régional qui pourrait être le plus dangereux ou avec lequel vous pourriez être amené à débattre, notamment entre les deux tours? J'en sais rien. Là aussi, difficile de dire à 2 mois d'un scrutin, en particulier quand on sait que beaucoup de ceux qui nous regardent ou nous écoutent font souvent leur choix au dernier moment, au fond. Moi, le candidat le pire, c'est celui où les candidats les pires, ou les plus dangereux. C'est pas dangereux pour moi, c'est ce qui est dangereux pour la région, et au fond pour les citoyens. C'est ceux qui, par leur radicalité, par des formes de populisme les plus excessives, vont enfoncer ou enfonceraient notre région dans une crise et dans le fait qu'elle soit en retard à nouveau de développement, de perspectives, de formation et d'emploi. Quand vous parlez populisme, vous visez le Rassemblement national? Oui, oui, mais il y a aussi de l'autre côté de l'échiquier un certain nombre de gens qui sont des populistes. Je pense à la France insoumise. Il me semble qu'on est sur les voies du Yaka Faucon et au fond tout serait simple. Je pense que c'est une erreur et qu'on a besoin plutôt de rassemblement, qu'on a besoin de radicalement changer les choses sans radicalité. On n'a pas besoin de dresser les gens les uns contre les autres. Les salariés contre les chefs d'entreprise, les agriculteurs contre d'autres. On n'avance pas. Moi, je ne connais pas d'histoire humaine et d'histoire politique qui fasse avancer un territoire ou un pays quand on est les uns contre les autres. Et donc tous ceux qui dressent les gens les uns contre les autres, à mon avis, ne rendent pas service. Ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ils ne rendent pas service à l'intérêt qui est l'intérêt qui doit être celui des citoyens. Alors cette campagne, vous l'avez dit, la vôtre, elle est lancée dans une situation plutôt compliquée vu le contexte sanitaire. Comment faire campagne en ce moment? Il me semble que c'est le principal défi, non pas tant de moi, mais de l'ensemble de ceux qui se lancent dans cette campagne électorale, c'est de mobiliser les citoyens et de leur donner envie, au fond, d'aller voter, quel que soit leur choix, mais d'aller voter et d'exprimer un choix. Parce que la région, c'est les transports et la mobilité, c'est l'aménagement du territoire, c'est le développement économique, c'est la formation, c'est des questions de santé. Et donc, on a besoin d'intéresser d'abord les électeurs à la question. Pour ce faire, on a fait le choix d'une campagne qui soit itinérante dans chaque département et de permettre à nos équipes de pouvoir aller dans toutes les villes et villages possibles de cette région avec, en fond, j'ai développé dans ce territoire une maison de service au public itinérante. Et au fond, avec la même idée, c'est que des véhicules, il y en aura 6 dans chaque département, iront à la rencontre des citoyens. Et puis après, on peut aussi utiliser les moyens du temps dans lequel on vit, les moyens de communication que vous connaissez aussi bien que moi, et qui permettent à des citoyens par la vidéo, par des podcasts, par des meetings peut-être virtuels, puisque manifestement nous aurons une difficulté à les tenir en réel, d'avoir une interaction avec les citoyens. Mais notre volonté, c'est, les citoyens ne pouvant pas massivement se déplacer, c'est d'aller vers eux. C'est au fond une forme de mobilité qui s'inverse. C'est à nous d'aller vers eux, à leur rencontre pour les convaincre. Comment, selon vous, la région peut-elle sortir de cette crise qu'on vit actuellement? Alors, comme toutes les régions, il y a évidemment des zones de risque immenses. Je parlais tout à l'heure des champs économiques, je parlais de la question de la sous-traitance aéronautique, de la sous-traitance automobile, de cette région qui est puissamment touristique. Encore que nous soyons une région puissamment touristique, mais avec peu d'emplois touristiques. Et donc il y a quelque chose de paradoxal dans cette affaire-là, et ça fait partie du bilan. Mais je pense que ça, c'est des facteurs de risque puissants si nous n'accompagnons pas. Et accompagner, c'est dire voilà où on veut aller ensemble, on vous accompagnera sur le chemin et pas vous contraindre et pas vous en rajouter, alors que déjà beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup de gens, c'est les entreprises et c'est tous les salariés qui sont derrière et qui, nous regardant, doivent s'inquiéter pour leur sort, parce qu'on est sur une crise extrêmement durable. Et sans que ça, c'est un premier enjeu, on peut s'en sortir en essayant collectivement de le faire. 2, il y a toutes les grandes transitions qui sont à l'œuvre. On a une région qui a des ressources naturelles formidables, qui pourrait être exemplaire en termes d'efficacité énergétique. C'était d'ailleurs une promesse d'il y a 15 ans, jamais réalisée, et tout le monde oublie les promesses. Simplement, il sera utile de les rappeler en temps et en heure. Et donc, ça me paraît un point très important qu'on arrive à travailler là-dessus. Et puis,
La crise de la Covid, elle a montré aussi que les citoyens, d'ailleurs on l'a vu l'été dernier, ils cherchaient des territoires peu denses. Et ils cherchaient à retrouver une qualité de vie un peu éloignée des centres urbains. Et dans une région comme la nôtre, c'est un formidable outil pour attirer les jeunes ou faire venir des jeunes et des moins jeunes qui auront envie de s'installer un peu à l'écart des grands centres qui ont donné le sentiment un peu d'être menaçants avec la Covid. Le Covid a fait 1 million de morts en Europe, plus de 100 000 en France. Est-ce bien raisonnable de maintenir ces élections alors qu'on est loin de l'immunité collective? Votre parti était d'ailleurs le seul presque à souhaiter un report de ces élections. C'est effectivement vrai. Quel était le questionnement du parti auquel j'appartiens, le MoDem, et puis globalement de tout le monde, c'est toujours ennuyeux d'interrompre un processus électoral. Donc il vaut mieux avoir un compromis. Manifestement, nous n'avions pas un compromis sur la volonté de reporter de quelques mois. Certains en nous faisant un procès d'ailleurs un peu politique. Simplement, il fallait bien poser l'équation des risques sanitaires que ça posait et des contraintes sanitaires que ça ferait peser sur nous, candidats, et puis de faire en sorte que nous créions les meilleures conditions pour ceux qui vont organiser le scrutin, les maires et tous les assesseurs et les scrutateurs qui vont être présents, et pour donner envie aux gens de voter. La décision a été prise de maintenir les élections dans le calendrier du mois de juin. Il appartient maintenant à chacun de faire la campagne dans les conditions requises et pour le gouvernement et avec toutes les collectivités locales de l'exercer dans les meilleures conditions. Donc je crois qu'on peut le faire. Je crois que ça nécessite des précautions que chacun peut comprendre. Et au fond, la campagne vaccinale avançant, malgré les variants, malgré les inquiétudes, on peut espérer que ça se passe dans de bonnes conditions au mois de juin prochain. Début du déconfinement fin mai, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, Jean Castex et Olivier Véran. C'est plutôt réaliste selon vous? Vous aurez remarqué que c'est par étapes, c'est la rentrée scolaire qui commence, puis les lycées pour les plus petits, puis les collégiens et les lycéens, puis quelques réouvertures d'un certain nombre de sites. La volonté qu'on a, c'est d'avoir une espèce de marche en avant continue, quand bien même elle puisse paraître un peu lente. Mais il faut être prudent. Il y a des pays qui en sont à leur 4e déconfinement et reconfinement. On a essayé d'éviter ces choses-là et d'essayer de garder ce qu'il y a encore de possible à garder en termes de relations sociales, humaines, même si elles sont réduites, reconnaissons-le. Et donc je pense que c'est réaliste parce que c'est pragmatique, parce que c'est étape par étape, et parce que c'est pas simplement un effet de manche qui fait qu'on ouvrirait tout et puis que 15 jours plus tard on se rendrait compte qu'on a été trop vite. Il faut se hâter lentement, si je peux dire, même si nous avons tous un peu hâte d'aller vite au moment où nous serons beaucoup plus libres de nos actions et de nos mouvements qu'aujourd'hui. En revanche, l'état d'urgence sanitaire lui a été instauré, enlevé, réinstauré. Là, il est jusqu'en juin. Est-ce qu'il pourrait être encore prolongé? Alors il y aura un texte qui sera, c'est le Parlement qui en décidera, il y a un texte qui sera débattu au Parlement et qui permettra d'être plutôt sur un texte qui soit une sortie de l'état d'urgence, comme nous avions eu l'an dernier, mais qui nous permette de disposer d'outils qui permettent, si tel ou tel territoire se trouvait dans une montée épidémique, de reprendre des mesures de protection des populations. Donc on est bien dans une perspective et une volonté de sortir de l'état d'urgence tel qu'il avait été voté, et c'est les parlementaires qui en décideront, mais il y a bien quelque chose de progressif là aussi, mais qu'on ait encore des outils, parce que je pense qu'on ne nous pardonnerait pas de ne pas s'être doté d'outils juridiques, parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça, il faut que la loi soit votée, qui nous permettent de prendre des mesures qui ne font plaisir à personne, mais pour prendre des mesures qui permettent de protéger les citoyens. Merci beaucoup Marc Fesneau de nous avoir accordé cette interview, malgré votre emploi du temps de ministre, l'expression étant de peu plus à propos. C'est une bonne expression. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du grand invité de la rédaction sur TV Tour Val de Loire.